Démissionner, être libre, gagner plus, qui n'en a pas rêvé au moins une fois dans sa vie de salarié? L'indépendance séduit de plus en plus malgré cette énorme prise de risque. Risque de faillite, somme de travail imprévue, incapacité à s'organiser. Quitter le salariat est-il synonyme d'inconfort? Retour les pieds sur terre dans cette émission en quête de sens. Avec mes 4 invités, j'ai la joie de recevoir pour commencer, honneur à la dame du jour, Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Ravi de vous recevoir, parlez bien dans votre micro qu'on va ouvrir, si notre réalisateur veut bien le faire. Vous êtes entrepreneur, podcasteuse, conférencière. Vous avez publié cet ouvrage, From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux chez Erol. Évidemment, vous allez nous raconter un petit peu votre parcours, parce que vous allez nous prouver à quel point, ou pas, quitter le salariat est synonyme d'inconfort ou pas. Stéphane Truffam est également avec nous. Bonjour Stéphane, bonjour. Bienvenue Bonjour. dans cette émission Merci. Quête de sens. Enchanté. Vous êtes expert en content marketing. C'est quoi le content marketing Marketing de bah, contenu. Ça rend content. Bah voilà, ça rend content, ouais. C'est du contenu Non, mais sur le web. je vous charrie parce qu'il y a énormément d'auditeurs parfois qui nous charrient en disant oui, vous arrêtez avec l'anglais, nous n'en peut plus, on comprend rien. Donc voilà, vous guidez les solopreneurs et les marketeurs dans l'ère numérique, c'est bien ça. Vous avez publié plusieurs ouvrages, le petit dernier étant en lien directement évidemment avec notre émission, voire l'ayant inspiré. Quitter le salarié, travailler en liberté, cuicui les oiseaux, mais non. Quitter le salariat, pas le Qu'est-ce que j'ai salarié. dit Ah oui, pardon. Le salarié en soi, ça Je marche. parle trop vite. Quitter le salariat, travailler en liberté. Le guide pour celles et ceux qui rêvent de quitter leur job, mais n'osent pas forcément le faire. Voilà, et on est nombreux. Et pourquoi j'ai dit on Chez je suis très heureuse, tout va bien. Nous sommes enfin en compagnie de Pascal Lokiec. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous Merci. êtes professeur de droit à l'école de droit de la Sorbonne et de votre côté, vous avez publié Salarié libre, 3 petits points et heureux, point d'interrogation. Voilà, le mystère dans cette émission. La face cachée de l'autonomie au travail chez Odile Jacob. Et enfin, nous sommes en ligne avec Yann Gouaner. Bonjour Yann. Bonjour, une vraie joie d'être avec vous. Eh ben, on est ravis de vous avoir en ligne. Vous qui étiez dans les airs, dans tous les sens du terme, il y a quelques temps, mais qui êtes désormais copilote pour dirigeant de la gestion d'entreprise à la gestion de crise, Yann Gouaner. Vous en voyez beaucoup, des salariés qui en peuvent plus et qui se disent « moi, je veux tout quitter, je veux vivre mon rêve », mais sans forcément avoir prévu suffisamment ce que ça impliquait, ce que ça exigeait. Est-ce qu'on en voit beaucoup? C'est vrai qu'on le voit ça dans toutes les unes et sur Instagram et autres réseaux. Ça nous fait toujours rêver de voir les autres le faire. On se dit pourquoi pas moi? Et puis on fonce et erreur. Yann Gouaner. Ouais, énormément. Ouais. Et ça a été notre cas d'ailleurs. Ça a été notre cas puisque en 2016, on a complètement changé de vie. On était tous les deux salariés. Et, sur un Avec SMS, votre épouse, c'est ça? Avec mon épouse qui est vétérinaire. Et on a changé de vie en 1 mois et demi. D'accord. Sur un SMS. Voilà. Et moi, j'étais salarié donc militaire. Ma femme était salariée vétérinaire. On nous a proposé de racheter une clinique. Moi, j'ai arrêté ma carrière du jour au lendemain. Okay. Enfin, en 4 ans, puisqu'il fallait quand même ce petit temps. Et elle, au mois d'août, alors qu'on en recevait le SMS au mois de mars, au mois d'août, elle était dans sa nouvelle clinique. Voilà. Et effectivement, tous ces salariés et tous les salariés qui étaient autour de nous et qui me disaient « mais c'est hyper chouette ce que vous faites, on a envie de faire la même chose », le jour où on a réellement fait cet acte-là avec nos 4 enfants et de partir à Lorient, ils nous ont dit « mais vous êtes complètement fous, vous divorcez ». Voilà. Donc en fait, entre l'envie, le rêve et effectivement le fait de le faire, il y a une question qui est énorme, c'est il faut se poser la question ensemble, en amont, et sur quels sont les risques, les menaces. Et on avait dit une chose, c'est si un grain de sable rentre dans l'engrenage, on arrête tout. Voilà. Caroline Mignot, bon état d'esprit, ce que vient d'évoquer Yann Gouaner. En tout cas, from zero to hero, il faut bien partir de zéro, on est d'accord, quand on quitte le salariat. Exactement. Et c'est drôle de voir à quel point, en fait, c'est souvent dans ces périodes, pour beaucoup de gens, c'était le Covid, pour d'autres, c'est un licenciement, pour d'autres, c'est un burn-out, mais en fait, c'est souvent dans ces moments où on est dos au mur que finalement, on se rapproche de l'essentiel et qu'on se dit de quoi j'ai envie et si, au lieu de m'adapter aux autres, je crée quelque chose autour de moi. Et l'entrepreneuriat arrive pour beaucoup, en fait, un peu comme pour d'autres une psychothérapie, mais à un moment, en fait, où on se dit, mais de quoi j'ai vraiment envie? Et je pense que pour beaucoup
de marginaux, de divergents et de personnes qui ne trouvent pas leur réponse dans le monde du salariat. On est en train de créer un nouveau monde du travail avec cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui disent pourquoi est-ce que je ne créerais pas ma société à ma manière. Ce fut votre parcours en 2 mots. En fait, vous êtes parti dos au mur aussi, vous. Oui, en 2 mots, élève modèle, école superbe, belles entreprises. Ouais. Et puis tout d'un coup, patatras, je perds mon visa, je travaillais à New York. Ouais. Elle devient marginale. J'ai toujours été marginale, mais les marginaux réussissent très bien leur parcours académique dans certains cas, parce qu'en fait, j'avais le syndrome de la bonne élève. Donc voilà, j'ai bien adapté. J'ai fait les études qu'il fallait faire. Après, j'ai eu les belles boîtes qu'il fallait faire. J'étais à New York depuis 8 ans, dans des assez gros postes. Et en fait, du jour au lendemain, patatras. Je m'étais toujours dit, la vie, on a cette notion de la justice. La vie, à force d'avoir travaillé, va nous rétribuer. Ouais. Je signe le job de mes rêves. Et là, patatras, je me retrouve à Paris chez mes parents à 29 balais, Tanguy de retour au bercail et au RSA. Donc à ce moment-là, pas de chômage quand on rentre des États-Unis. Et je me dis en fait, je vais trouver un CDI et je vais faire les choses dans l'ordre. Et en fait, je me suis rendu compte que le monde du travail, en France en tout cas, ne me comprenait pas vraiment. Donc je me suis dit, soit je me plains et je m'enferme dans un salariat malheureux et j'essaye de changer le système, mais je suis trop petite pour ça. Soit j'essaye de créer mon petit système à ma hauteur et j'ai commencé avec les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ce premier pied à l'étrier que j'ai réalisé plein de rêves, dont passer à la radio, ce qui m'a toujours vraiment passionnée, dont faire un livre et dont lancer maintenant 3 boîtes. Et en fait, ce que vous faites, c'est que votre cœur de métier, c'est de coacher, c'est ça, de donner des conseils, quoi. C'est ça mon cœur de métier, c'est de créer le marketing du futur. Je pense que le marketing du futur, il est social et du coup, il doit être tourné vers les personnes. Pendant un moment, il était tourné vers le contenu. Tu en parleras certainement avec Stéphane. Moi, je pense que maintenant, on va parler de personnes et qu'avant, on avait besoin de trouver le pourquoi des produits, des marques et maintenant, on a besoin de trouver le qui, de savoir qui est derrière, les employés, les fondateurs, de comprendre la culture de l'entreprise. Et du coup, moi, je fais du personal branding, ce qui sonne un petit peu pompeux pour dire tout simplement du marketing via les personnes. Donc, on apprend à ceux qui ont l'expertise à le faire savoir parce qu'on le sait, il y a des personnes qui sont brillantes, mais si c'est pas partagé, finalement, personne le sait. Et c'est une vie un petit peu, quelque part, de gâcher à ne pas rencontrer des opportunités. Stéphane Truffem, parlez bien votre micro. Si je peux intervenir sur cette idée de changement de contenu, on le voit, mais véritablement, 17 millions de followers, c'est ce que tu disais, de vues sur Instagram. En combien de temps millions. En combien de temps Stéphane, c'est un Marseillais parfois. 4 millions de par mois. En combien de temps 17 millions. En combien de temps pour bien me rendre jalouse par mois. Moi, j'en suis à 500 puis 4 mois, c'est pas terrible. Mais tu pourrais créer un système qui travaille pour toi. Voilà, c'est tout. On pourra en parler. Faut que je travaille ça. C'est vrai qu'on est passé du logo au selfie quelque part. Et donc c'est vrai que logo au selfie, j'ai du mal à comprendre exactement. Jusqu'à présent, les entreprises se cachaient un petit peu derrière leur logo pour créer du contenu. Donc c'était un contenu de marque. Aujourd'hui, on voit que c'est très clairement ceux qui lead sont des créateurs. Et les créateurs, ils n'ont plus peur de se mettre sur scène. Et donc, c'est ce que j'appelle le selfie. Alors, bien évidemment, ils se mettent un peu à nu d'une certaine façon. C'est beaucoup plus compliqué que faire un selfie, on est d'accord. Mais dans tous les cas, c'est excessivement important de savoir que, je suis en train de consommer un contenu de Caroline. Et on le reconnaît par rapport à un autre contenu, celui de Stéphane Truffem, par exemple. Donc, moi, j'ai une question pour vous, Pascal, parce qu'on en voit beaucoup. Il ne dit pas grand-chose de Pascal pour l'instant. C'est pour ça que ça m'intéresse. Il prépare quelque chose. Un gros coup. Il fait une cure de silence. Ouais, exactement comme vous, Caroline Mignot. Non, effectivement, Pascal Lokiec, moi, j'en peux plus sur Insta d'être tentée par toutes ces Caroline Mignot qui me vendent du rêve en disant mais quitte ton boulot, quitte ton job de salarié, tu vas voir avec ta vie de maman, tu vas t'éclater dans l'entrepreneuriat, tu peux y arriver, c'est à la portée de tout le monde. Ou on envoie, mais je sais pas, moi mon algorithme, j'ai pas fait cette vidéo, Marie. Non, pas vous. C'est terrible. Lisez mon ouvrage. Pour changer d'Instagram. Écoutez, Stéphane, c'est pas possible. Non, mais moi, j'en peux plus. Alors, non, mais c'est vrai que c'est un peu facile. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de te consacrer cette émission, parce c'est pas possible. Enfin, ça se saurait si c'était si simple que ça. Il y a la portée de tout le monde, surtout. On y va, Pascal. Tout à fait. Je vais être un petit peu le rabat-joie ou le rabat-joie de la compagnie. C'est clair que les jeunes sont fortement attirés par le travail indépendant. Il y a des sondages qui sortent, il y en a à peu près 72% des jeunes envisagent d'être indépendants. J'ai fait un sondage parmi mes étudiants et il y en a plein qui sont attirés par le travail indépendant. Donc clairement, c'est un phénomène.
Mais bon, je pense qu'il y a vraiment des précautions à prendre. D'abord, est-ce qu'on est vraiment libre d'entrer dans le travail indépendant ? Alors, il y en a clairement, je pense que Caroline, c'est votre cas, qui sont libres, c'est un vrai choix, un choix non contraint. Mais il y en a tellement qui sont contraints. Ils sont contraints d'abord parce qu'ils ne trouvent pas de boulot salarié. C'est tous les phénomènes de discrimination. Hein. Si on ne trouve pas de travail... On en connaît tous autour de nous. Hein. Voilà, qui sont discriminés, qu'est-ce qu'ils ont comme autre choix d'être indépendants. Et puis après... Alors qu'ils n'en ont pas du tout envie. Alors qu'ils n'en ont pas du tout envie. Et puis, vous avez ceux qu'on en marre du salariat parce que, et là, ça, je ne le nie pas, même si je défends le salariat, il y a un problème avec le salariat. Les conditions de travail se dégradent. On pourrait se dire la médecine a évolué, il y a beaucoup moins d'accidents du travail. Malheureusement, non, la France est champion des accidents du travail quand même. C'est incroyable en Europe. Et puis surtout, il y a des conditions de travail psychologiques qui sont absolument catastrophiques en France. Alors, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais peut-être deux points dont je parle dans mon livre. D'abord, la surveillance. Alors, le télétravail, ça paraît génial. Le télétravail, je suis chez moi, je travaille dans ma chambre, je travaille dans ma salle à manger, ou si j'ai la chance d'avoir un bureau, dans mon bureau. Mais je suis surveillé potentiellement en permanence par mon entreprise, qui peut lire les emails à distance, qui peut accéder... C'est très français, ça. Non, c'est pas du tout très français. Ah, pardon. C'est encore plus américain que français. 96% des entreprises américaines surveillent leurs salariés. Mais donc, vous pensez être autonome en télétravail, et en fait, vous ne l'êtes pas du tout. On a même ce qu'on appelle le keylogging. Le keylogging, c'est la capacité qu'a l'entreprise de suivre tout ce que vous tapez sur votre clavier. What ? C'est interdit, mais, et ça, c'est le juriste qui parle, le juriste, on va dire, on est obligé d'être modeste, parce qu'on fixe des limites aujourd'hui, mais la technologie est tellement incroyable qu'en fait, il y a des choses qui se développent qu'on n'arrive pas à maîtriser. En fait. C'est ça que vous avez quitté, Caroline Mignot ? C'est ça que vous avez quitté, quoi, quand même, hein ? Alors, moi, en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait être entrepreneur, donc je m'en suis rendu compte en rentrant en France, parce que pour être honnête avec vous, pendant mes 10 ans de salariat, dont une bonne partie à New York, j'avais beau avoir des super postes et être très bien payée, la ville était tellement chère que j'avais à peine de quoi payer mon loyer. Et du coup, je ne m'étais même pas posé la question de pouvoir... pour moi, c'était acheter un appart, mes économies. Ce n'était pas du tout me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais remis en cause le système. Je pense que j'étais bien dedans parce que culture de bon élève. Moi, je pointais, mais je demandais aussi à mon boss si je pouvais avoir les clés du bureau pour bosser le week-end. J'étais un peu ce genre de salarié. D'accord. Et en fait, j'aimais tellement travailler parce que ça me passionnait, mon métier, que du coup, en fait, j'ai jamais senti trop le poids de... Enfin, j'ai jamais voulu être mon propre patron. J'ai jamais rêvé de plus de liberté. Pour moi, déjà, avoir la chance de faire un métier qui me passionne, c'était un honneur. Donc, j'étais un peu l'employé modèle. Et je pense que si je m'étais pas retrouvée sur le carreau en France, dans une grosse boîte où je leur ai dit, en fait, j'ai envie de faire plus. Et on m'a dit, mais pourquoi ? Fais pareil que l'année dernière, c'est très bien. Je pense que je ne me serais pas lancée, tout simplement. Et j'étais très, très bien dans le salariat. Et le contrôle ne m'a jamais dérangée parce que je pense que j'étais passionnée par mon métier et j'ai bien conscience que c'est un discours de privilégié et aussi de personne qui a fait un bac+5, d'arriver dans un métier où tu as tout de suite beaucoup de liberté. Moi, j'ai toujours créé mes postes et quand ils n'étaient pas à ma mesure, en fait, je réussissais à convaincre mon boss parce que je faisais 1 ou 3 actions ciblées et j'y arrivais. Et je pense, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas ce luxe-là. Voilà. Et du coup, je suis extrêmement d'accord avec ce que Pascal partage. Et je trouve ça très vrai aussi de remettre l'église au milieu du village et de dire, en fait, pour les indépendants, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de phase. Dans l'entrepreneuriat, ma première année, j'ai meublé mon appart avec des meubles de récup, j'ai bouffé que des pâtes. Et tout le monde me disait, mais Caro, pourquoi tu t'acharnes autant, ça marche pas ? Pourquoi t'as quitté ton CDI ? Et en fait, je faisais des contenus. Et se mettre en scène, c'est aussi montrer sa vulnérabilité. Ouais. Moi, j'ai toujours été plutôt introvertie. J'adore les humains, mais j'aime pas du tout les caméras. Et du coup, j'étais... Je retiens cette phrase. J'aime les humains, mais pas les caméras. C'est pas naturel de faire des selfies. Moi, je pense qu'il n'y a pas de photo de moi en 8 ans. Et maintenant, j'ai réussi à accepter mon image, mais j'avais pas du tout la culture réseaux sociaux. Je me suis lancée sur LinkedIn parce que se lancer sur LinkedIn, c'était publier des articles. Donc, il n'y avait pas besoin de se montrer, de se mettre en scène, de mettre des filtres. Et en fait, je pense que ça vient petit à petit. Et surtout, il y a toujours une phase très ascétique où en fait, vous plantez et vous voyez pas la récolte. Donc l'entrepreneuriat, surtout la première année, c'est un peu l'histoire des raisins de la colère
On lit des prospectus, on voit des pubs sur YouTube et on se dit « Waouh, ça a l'air génial ». En fait, la première année, tout le monde ramasse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que des bonnes raisons aussi de se lancer. Mais ça, c'est une autre question. Vous souhaitez réagir, Pascal? Oui, je trouve que Caroline exprime bien le risque, en fait. Il y a une vraie différence. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un risque dans le salariat, mais il y a quand même des protections assez fortes, à commencer par une protection contre la rupture. Absolument. Il faut quand même licencier un salarié pour qu'il parte. C'est quand même pas rien. L'indépendant, le contrat, la mission elle est terminée, libre au client de ne pas reprendre l'indépendant. Donc il y a un vrai risque. C'est peut-être aussi pour ça que ça attire les jeunes. Quand on est jeune, on aime bien prendre les risques. Et on est peut-être un peu insouciant. C'est l'insouciance de la jeunesse. Mais après, ne pas avoir de congés payés. Quand on a un accident du travail, ne pas avoir les indemnités qui vont avec. Devoir cotiser pour sa retraite complémentaire. C'est un vrai sujet. Et je termine juste le point que j'avais abordé. Il y a aussi un temps de travail considérable. En fait, les chiffres montrent que finalement, paradoxalement, on travaille plus en indépendant. Oui, absolument. Stéphane dit oui tout de suite. Hein. Ouais. Stéphane, on est d'accord avec ça. Mais carrément, mais quand on est passionné, est-ce qu'on a l'impression de travailler? Caroline, ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est aussi la différence avec le salariat. Alors, effectivement, quitter le salariat et se mettre à son compte par dépit, c'est l'assurance d'aller à la catastrophe. Il faut qu'il y ait une conviction. Alors malgré tout, Caroline, elle disait qu'elle était bien dans le salariat, mais à l'entendre là, elle était déjà un peu entrepreneuse quelque part, parce que elle construisait, aussi, hein. Voilà, elle construisait son propre, finalement son propre boulot. Oui. Donc on voit qu'il y a quand même des mentalités qui sont faites pour. Ouais. Et vous dites, on est conditionné depuis son enfance, vous dites aussi ça. Alors après, effectivement, bien sûr. Et puis le salariat, il n'y a pas plus confortable, hein, le chômage, confortable, etc. Alors, si, quand même. Enfin, on est protégé. Vous l'avez dit vous-même, Pascal. On est protégé, mais confortable peut-être pas, mais protégé. Oui, effectivement. Dans ce sens-là, c'est quand même ce qu'il y a de plus confortable. De toute façon, tu le soulignais, hein, il faut cotiser soi-même, il faut énormément travailler. Donc voilà. Donc c'est pas en claquant des doigts qu'on va arriver comme ça, de se dire, tiens, ça y est, je suis freelance ou solopreneur et je vais réussir. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a quand même des moyens de mixer, peut-être aussi un peu de salariat, se dire, tiens, un peu, bah oui, je suis actuellement en poste, pourquoi je ne vais pas tester un peu en travaillant, pour le coup, les week-ends, le soir, j'ai une idée, pourquoi je ne vais pas la tester sur mon marché? Pas bête, ça. Hein, et puis petit à petit, prendre confiance, s'apercevoir qu'il y a effectivement un marché pour ce qu'on a à proposer, et puis pourquoi pas ensuite prendre son envol. Il paraît que le travail, c'est la santé. Ou mixer les deux. Il paraît que le travail, c'est la santé, en tout cas. Henri Salvador. C'est vrai. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant,
Les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux. Allez, encore une fois, bande de feignants, là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de mieux. Allez, encore un effort. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot. Le travail, c'est la santé, paraît-il. Mais attention, pas n'importe quel prix. Quitter le salariat, en tout cas, est-il synonyme d'inconfort? On en parle aujourd'hui dans cette émission Quête de sens avec mes 4 invités, Stéphane Truffem, Yann Gouaner, Caroline Mignot et Pascal Lokiec. J'ai une question pour vous, Yann Gouaner, au bout du fil. Vous avez mangé des pâtes au début ou pas? Quand vous avez commencé à entreprendre? Non, alors j'ai eu cette chance que, effectivement, on a changé de vie et on s'est assuré en faisant un petit SWOT, voilà, on apprend bien à l'EDEC, mais qui est quand même un vrai vecteur aujourd'hui de savoir quels sont les risques et les menaces que l'on prend. Non, je n'ai pas pris de pâtes, j'ai eu cette chance-là. Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour être entrepreneur, il y a effectivement ceux qui le choisissent, et c'était notre cas, Ouais. et ceux qui le subissent, parce que leur métier les amène à être entrepreneur. Et effectivement, là, ça peut être complètement autre chose. Bah, on peut le subir, là, quitter le salariat, Stéphane Truffem. On a un peu évoqué ça tout à l'heure. Parfois, les barrières se referment et puis tout à coup, on a l'impression d'être acculé à se lancer. Alors, on pense à nos par exemple, licenciés de 50 ans et plus. On a déjà consacré une émission à ce sujet qui est sans vraie réponse aujourd'hui en France. Hein. On traverse une espèce de crise, une crise du salariat à 50 ans. Enfin, Oui. vous voyez ce que je veux dire? Ouais. La 50 ans Ouais. devient compliqué en fait en France, pour les hommes et pour les femmes Ouais. aussi. Stéphane Truffem. Alors effectivement, c'est ça pour le coup. Alors j'avais pas forcément prévu de l'aborder, mais voilà, on peut Ouais. quand même Ah, mais, en parler un peu. mais carrément, je pense qu'encore une fois, quand on est jeune, c'est quand même beaucoup plus Ouais. facile de se lancer. Malgré tout, quand on atteint un certain âge, le nombre de personnes qui se retrouvent sur le carreau à 50 ans et qui ont énormément de difficultés à retrouver un emploi salarial, alors qu'ils sont bourrés d'expertise, Absolument. c'est aussi une des pistes qui doivent finalement explorer. Ouais. C'est pas si compliqué. On peut se faire accompagner par des personnes comme on a vous. Comme... normalement 2 ans de chômage. Bon, si on a eu une belle carrière, on a malgré tout un petit peu de côté. Donc pourquoi ne pas tenter l'aventure pendant 1 an? Mais sans prendre trop de risques. Ça, c'est pas Quel- trop quel- prendre trop de mais- risques. mais quel est le risque? On est obligé de mettre On a- de l'argent au départ. Il Mais faut pas à trop mettre d'argent 50 au ans, si départ. on a un peu d'expertise, le seul truc qu'il faut, c'est apprendre du marketing, en fait. C'est tout. Je dirais que le biais qu'ils ont, c'est que, OK, j'ai une belle expertise et donc je suis expert et ils s'affichent comme ça sur le marché. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout des experts. Ah. Voilà. Donc c'est une manière de se positionner, c'est une manière de vendre son expertise qui est totalement différente de ce qu'on faisait il y a encore 15 ou 20 ans. En tout cas, il y a une phrase qui est très intéressante. Vous invoquez Nigel Marsh dans ce livre. Souvent, les gens travaillent de longues et dures heures dans des jobs qu'ils détestent pour gagner de l'argent, pour s'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est Orelsan. Oui, bravo. Ouais. C'est intéressant, Mais cette c'est- phrase. Hein. Elle est intéressante, cette Ouais. phrase. Parce que finalement, ça veut dire que ça peut être une bonne piste de réflexion. Est-ce que finalement, je reste confortablement finalement installée dans mon job de non? Mais c'est même... J'ai pas bon. Alors si, mais Allez-y. c'est que ça va même plus loin, c'est des fois un piège. Le nombre d'amis qui ont fait, bon, j'ai fait de belles études, hein, DEA, j'ai des amis qui ont eu des carrières, qui ont des carrières absolument phénoménales dans des gros groupes. Et au final, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils gagnent ce que j'ai jamais gagné gagné. voilà. Ouais. Mais ils sont totalement coincés. Généralement, en plus, comme ils bossent comme des fous, divorcent au bout de 10-15 ans. Donc ensuite, des indemnités à fond. Ils ont leur maison de campagne qu'il faut payer. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent coincés. Et j'allais jouer au tennis avec l'un de mes amis, là, il n'y a pas très très longtemps, qui est très haut placé chez Renault. Et dans la voiture, il me dit, tu sais, Stéphane,
franchement, je t'envie. Et moi, ce que j'adorerais, c'est devenir libraire. Waouh, cette phrase. Non, mais c'est voilà. On en est là, Pascal Lokiec ? En fait, si je peux me permettre, et je voudrais ajouter une donnée dans notre débat. On part tous d'un postulat, mais qui est vrai, que je ne conteste pas. C'est un salariat qui est, sans être obsolète, mais qui est fondé sur une vieille image du travail. D'ailleurs, le cœur du contrat de travail, c'est ce qu'on appelle la subordination, qui aujourd'hui, en particulier parmi les jeunes, a envie d'être subordonné. Vous parlez à un jeune, vous lui dites, si vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Si vous êtes salarié, vous êtes subordonné. C'est peut-être la génération des grands-parents, mais certainement pas aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Il y a place pour intégrer l'autonomie dans le salariat. Qu'est-ce qui fait que les jeunes sont attirés vers le travail indépendant ? C'est en grande partie, les études le montrent. Privation de liberté, quoi. Voilà, exactement. Trouver la liberté, d'ailleurs, c'est le titre de votre livre, Stéphane. L'autonomie est compatible avec le salariat. Donc c'est ce que j'essaie de montrer. Il y a 3 strates possibles d'autonomie. La première, c'est donner aux salariés des capacités d'initiative, ce terme est important. Ils n'ont pas assez de capacités d'initiative, on ne leur donne pas leur mot à dire, sur leurs conditions de travail. Leur permettre, dans une certaine mesure... La flexibilité, aujourd'hui. La flexibilité, aujourd'hui, elle est pensée comme telle décidée par l'entreprise. On peut tout à fait avoir une flexibilité à l'origine des salariés, qui décident en partie de leurs horaires, qui participent à la définition de leur date de congé. Les Anglais le font. Deuxième strate, c'est les associer à la définition de leur travail. Les syndicats et ce qu'on appelait avant les comités d'entreprise, ce qu'on appelle aujourd'hui les comités socio-économiques, participent à la définition des conditions de travail. Et évidemment, c'est très important. Mais le travail lui-même, ce que je fais dans mon secteur, mes objectifs, les salariés, ils n'y sont pas assez associés. Donc, et le troisième point, qui est très important, c'est aussi les associer à la stratégie de leur entreprise. Et c'est tout ça qui attire les indépendants. Ça paraît évident et pourtant ça l'est pas du tout. Et ça l'est pas du tout en France. Juste pour rebondir, vous allez voir à ce que je vais dire, parce que c'est intéressant, vous réfléchissez sur la notion de liberté sans contrainte, c'est vraiment le cœur de notre sujet, justement Pascal Lokiec, et je soumets cette... Attention, concentrez-vous, Caroline, c'est à vous. Malheureusement, dites-vous, les schémas idylliques fonctionnent rarement. Cet appel à une liberté sans contrainte, ce rejet des structures, y compris syndicales, considérées comme autant de rigidité, empêchant les entreprises de s'adapter librement au changement, n'est viable que dans une configuration idéale, une configuration rarissime, puisque supposant le cumul de 3 séries de considérations. Alors vous dites d'abord la confiance absolue, ensuite l'équilibre des rapports de force, et ensuite vous parlez d'un intérêt partagé entre les différentes parties prenantes. Mais ça joue aussi, évidemment, dans l'entrepreneuriat. Caroline Mignot, c'est vrai que le cuicui, je m'envole librement, je crée, je suis un petit peu mes rêves et ma passion. Dans certains cas, alors certains en ont peur, mais c'est vrai que ça nous fait tous rêver, très honnêtement. Mais attention, effectivement, la contrainte, c'est, vous avez dit tout à l'heure, vous avez commencé par être votre stagiaire, votre comptable, etc., etc., etc. La paperasse à la française, on sait ce que c'est. Toujours se renouveler. C'est du boulot permanent, quoi. C'est quand même être capable de s'auto-contraindre, en fait, quand on commence à se lancer comme ça. Je pense qu'il y a une différence entre la contrainte et le cadre. La seule différence, c'est que le cadre, on le choisit. Et quand j'entendais Pascal parler, ça me rappelait très fort à un autre bouquin qu'il faut absolument lire quand on s'intéresse au futur du travail. C'est le bouquin du patron de Netflix, qui a créé un livre qui s'appelle « La seule règle, pas de règle ». Et en fait, Netflix, c'est une entreprise qui est nommée chaque année l'entreprise où les gens ont le plus envie de travailler, où les employés sont le plus heureux. C'est des classements qui sont anonymes parce qu'on fait très gaffe maintenant, surtout nous les marketeurs, à tout ce qui sort des études, l'entreprise où il faut travailler, souvent commandé par les entreprises elles-mêmes. Là, c'est des classements qui sont très agnostiques. Et en fait, Netflix a redéfini complètement la culture d'entreprise, notamment en disant, chez nous, les salariés choisissent leurs contraintes. Et du coup, ça leur fait plus une contrainte, mais un cadre. Et c'est exactement ce que Pascal dit, c'est qu'en fait, quand on choisit ses heures de travail, quand on choisit ses jours de congé, tu as la preuve que, les mecs n'abusent pas, les mecs ou les femmes, mais les salariés n'abusent pas. Ouais. Donc eux, par exemple, politique congé illimité.
Magnifique. Et il n'y a pas d'abus, mais parce qu'encore une fois, les congés illimités sont cadrés et qu'en fait, les êtres humains ont qu'une envie, c'est être heureux au travail et avoir de la performance. Et faire leur mission, bien sûr. En plus, ils bossent plus. C'est ça qui est étonnant. Souvent c'est plus. qu'ils pourraient partir 3 mois en vacances. Parce qu'on leur fait confiance, c'est ça. Parce qu'on leur fait confiance, parce qu'ils ont du sens dans leur travail. C'est exactement comme un freelance ou un solopreneur, finalement. On construit son propre business. Ouais. Donc, quelque part, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est passionné, faire travailler 10 heures, 12 heures par jour, c'est pas choquant, en fait. C'est pas choquant, on s'en aperçoit pas. Donc, quand j'ai démarré, je devais bosser 15 heures par jour, hein, mais, et je faisais ma compta le dimanche, mais même la compta, ça m'amusait presque. Hein, t'as de la chance, parce que la compta, la prospection, il y en a qui vont avoir la chair de poule. Mais quand tu commences à faire de belles factures, franchement, c'est quand même... De belles factures les steaks de la facture. Mais quand on est jeune, qu'on démarre et qu'on commence effectivement à facturer des clients, mais je peux vous garantir que moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à ça que d'obtenir mes diplômes. Hein. Ouais, mais il faut créer son contenu, il faut prospecter. Comment ça a commencé chez vous, Stéphane, vous avez quitté le salariat en quelle année ? Il y a très très longtemps. J'ai fait 3 ans et demi de. Ça se demande pas, Marion. Ça se demande pas cette question. Je pose toutes les questions qui se demandent pas. Non, en fait, mon histoire, c'est que j'ai toujours voulu entreprendre depuis que j'étais à la fac, puis je suis parti au Canada travailler 2 ans. Là, pour le coup, j'étais salarié en chambre de commerce française à Toronto, et je découvre le web qui faisait qui émergeait. Et donc moi, j'ai plongé tête première dedans dans ce sorte de média, là, enfin, je ne sais même pas comment l'appeler, parce que j'y voyais les prémices d'une nouvelle liberté, les frontières allaient disparaître, les dictateurs allaient tous tomber, enfin, youpla boum, j'étais jeune, plein d'espoir. Et donc, je me suis intéressé à Internet, et j'ai vu quelques agences digitales naître et grossir avec à vue d'œil. Parce que dans votre... Je vais me permettre... Oui, pardon, allez-y. Oui, donc quand je suis rentré en France, j'ai fait un peu comme Caroline, parce que la pression à l'époque, elle était vraiment très très forte. Stéphane, t'as un DEA, va chercher un poste, machin. Bon, j'ai un peu cherché, et puis il n'y avait vraiment rien qui m'excitait. Et du coup, je me suis dit, allez, j'avais eu cette intuition que le contenu allait devenir un pilier absolument essentiel du web. L'intuition qui vous a guidé, en fait. C'est l'intuition, et puis cette conviction du contenu qui allait prendre de la place sur le web. Et donc, j'ai accompagné mes premiers clients à créer des contenus sur le web. Je voudrais qu'on passe des bonnes et des mauvaises raisons, parce que c'est dans le pitch de votre 4e de couverture, cher ami. Tu rêves de te lancer en freelance, mais tu n'as jamais osé sauter le pas. Tu as une passion de laquelle tu imagines vivre sans savoir comment te lancer. Pour l'instant, on parle de moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Attention, je suis jusqu'au bout. Tu en as marre du salariat, mais en même temps, tu aimes bien le confort et la sécurité qu'il t'apporte. C'est pas un peu mensonger, cette histoire ? Parce qu'on ne peut pas tout avoir, quand même. On ne peut pas avoir de la sécurité. Moi, je peux me lancer demain, mais je sais que je vais me planter, je pense. Si je me lance belle mentalité, Marion. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je suis le témoin de cette table, attention. Non, mais encore une fois, on n'est pas obligé de tout quitter pour se lancer. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on peut commencer à morceler un peu. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est ça la réponse. On a tout intérêt à le faire. Okay. Voilà, parce que la compétition est excessivement rude aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut encore une fois apprendre des techniques marketing. Alors, Caroline, je ne sais pas comment tu les as appris. C'est une sacrée bosseuse, Caroline. Vous êtes une sacrée bosseuse quand même. Vous voyez, ça dépend aussi de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous bosseurs comme vous. Il faut d'abord une expertise avant de la vendre. Ça, c'est clair. Et souvent, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu le travers dans lequel tombent beaucoup d'étudiants qui maintenant se disent « Ah en fait, moi, en sortie d'école, je veux être indépendant ». Et c'est vrai que le problème, c'est va trouver des premiers clients quand tu n'as pas des cas à montrer, des cas concrets. Donc, moi, je trouve, honnêtement, mes 10 ans de salariat, je suis tellement heureuse de les avoir passés. Oui, j'ai appris plus dans l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant d'avoir un bagage et de pouvoir s'entraîner avec des gens qui ont déjà du budget. Parce que le problème, c'est si tu veux te former, par exemple, en publicité, en fait, tes premiers clients, tu vas faire toutes les erreurs. Donc, finalement, le salariat, c'est aussi une continuité de ta formation. Donc, moi, j'avais l'impression que c'était un vrai honneur de commencer à faire ma carrière avec des gros budgets. Je bossais chez Danone quand je me suis lancée. Quand tu as un budget de 1 million à dépenser en marketing, au bout d'1 an, tu vois, tu as appris plein de choses et tu peux mieux servir tes clients. Donc, je pense que c'est un peu une bonne formation aussi, le salariat peut-être à l'entrepreneuriat. Et pour abonder dans le sens de ces cultures d'entreprise nouvelles qui, justement,
justement, vont donner plus de liberté aux salariés. Il y a l'exemple de Buffer aussi aux États-Unis. Ouais. Il y a plein d'entreprises qui sont de moins en moins controlantes, justement, pour réussir à attirer les talents, parce qu'il y a une vraie chasse aux talents. Donc maintenant, ce qu'ils font, je parle pas de la France. c'est beaucoup d'intrapreneuriat. Et ça, j'y crois beaucoup à ce modèle. Buffer, par exemple, une journée par semaine chez Buffer, BU2FER. C'est une entreprise qui propose à ses salariés, et il y en a pléthore d'autres qui se sont lancés, une journée par semaine sur lesquelles ils travaillent sur leurs propres projets à l'intérieur même de l'entreprise. Et à l'ère de l'IA, où il va y avoir de plus en plus de standardisation, où nos tâches un peu routinières, manuelles, vont être automatisées, donner à ces employés plus de capacité d'abstraction, de créativité, je pense que ça va permettre aux entreprises qui se lancent d'avoir plus Pascal, vous êtes pour le cumul ou pas? C'est très intéressant, parce que là, on a eu 2 versions du cumul, 2 définitions d'une espèce de cumul des passions, enfin, cumul, répartition, on va dire, voilà. Entre un travail peut-être un peu alimentaire, rassurant, en tout cas dans un premier temps, ou carrément toujours en parallèle, d'une activité de projet, d'une création de quelque chose qui nous tient à cœur. Au fond, on demandera à Yann après ce qu'il en pense. J'ai absolument rien contre le cumul. Si la personne peut, a la capacité physique et mentale d'avoir un travail suffisamment rémunérateur en tant que salarié pour pouvoir en plus travailler le soir, ce que font beaucoup de chauffeurs de Uber. Hein. Oui, absolument. Chez Uber, vous avez ceux qui travaillent à temps plein, qui font que du Uber, et puis vous avez ceux qui sont salariés le soir. De plus en plus. Hein, il y en a de plus en plus. Non, j'ai absolument rien contre, mais je veux revenir, c'est vraiment sous-jacent dans notre débat, sur le fait que cette capacité à devenir entrepreneur, elle n'est pas donnée à tout le monde. Allons-y. Et ça, c'est vraiment important. Certains ont la capacité mentale, la prise de risque est inhérente à leur caractère. Il y a tellement de personnes qui ont peur du risque. Et elles ne vont pas se lancer. Elles vont même peut-être plutôt rester au chômage, okay. ce qui est désolant, plutôt que d'aller prendre un risque qui leur fait peur. Et ça, c'est une réalité. Et alors, le deuxième point, je reviens sur Netflix, parce qu'effectivement, donc vous l'avez compris, je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie dans le salariat. Mais là encore, c'est toujours pareil, c'est un peu le juriste qui parle, il y a toujours des limites en fait. Et les limites, elles sont importantes. Si on fait une liberté sans contrainte, typiquement, vous choisissez vos congés, vous travaillez où vous voulez, à la plage. L'éducation positive pour adultes. Vous travaillez à la plage. J'adore. Vous travaillez 2 heures par jour si vous voulez. Le patron, Netflix l'a fait, le patron de Virgin l'avait fait il y a 30 ans. Il avait fait une grande publicité là-dessus. Et d'ailleurs, on s'était aperçu que c'était seulement 10%, parce qu'on ne peut pas faire travailler la personne qui vend les disques à la plage. Le risque, c'est ce qu'on appelle le travail aux objectifs. Le salariat, de manière classique, c'est vous travaillez au temps. C'est ça aussi la protection. Vous travaillez par exemple 35 heures la journée, après c'est fini. Le travail est fini. Tous ces travailleurs qui sont complètement autonomes, vraiment totalement autonomes, sans contrainte, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des objectifs à remplir. Et ils vont travailler le soir, le week-end, mais si ça leur les congés. Mais c'est toujours pareil. Si ça leur va, ok. Mais c'est ça qu'il faut qu'on intègre vraiment dans le débat, c'est que c'est pas pour tout le monde. Donc le travail indépendant ne peut pas être... Mais non, le travail indépendant ne peut pas être le modèle. Il faut que les deux coexistent. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est cette sorte d'idée que le travail indépendant est le Graal sans prise de conscience des risques. Mais vous en avez tous les deux conscience. Si la personne a conscience du risque et qu'elle est en capacité de le prendre, et que peut-être elle a aussi la couverture derrière. Il faut savoir que les jeunes qui commencent à travailler en indépendant, il y en a quand même beaucoup qui ont derrière papa-maman qui vont... sécuriser derrière, parce que le risque, il est énorme. Bien sûr. Mais si les personnes sont en capacité de prendre le risque, veulent le prendre, ok, mais on n'insiste peut-être pas assez sur les contreparties qui vont avec. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il n'y a pas non plus d'indemnisation contre le chômage avec le travail indépendant. Il y en a une toute petite dans des conditions extrêmement restrictives, mais donc oui, le risque, il est vraiment présent. Alors, on peut appeler ça de l'inconfort, on peut appeler ça de la contrainte, on peut appeler ça un cadre, tout ce qu'on veut, mais n'empêche que, il faut quand même être préparé, c'est ça qu'on peut dire. Exactement. Et avoir un tempérament qui va aussi. Quand même, pour revenir sur l'autonomie on viendra des salariés... juste après, I'm a Rock, si vous le permettez, avec Simone Garfunkel. À tout de suite. On adore. Winter's day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the
the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty, that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. I am an island. I have my books and my poetry to protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Comme c'est beau, I'm a Rock. Voilà, la chanson du jour, signée Sigmund Angafokal. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Non. Caroline Mignot qui est en train de me filmer à ce moment-là, mais quelle horreur. C'était live, c'était en live. En tout cas, c'était pour vous parce que vous êtes fan. Ouais, j'adore. Bon. J'aurais aimé que tu mettes Hello Sadness, My Old Friend, tu vois, pour tous les indépendants Bien qui sont leurs ambiancer propres les stagiaires indépendants. la première année, au minimum la première année d'ailleurs. Mais ouais, j'adore. Merci. Écoute, voilà, c'était la petite touche. Stéphane Truffem, Yann Guoner, Caroline Mignot, Pascal Lokiek. Nous sommes toujours ensemble. Quitter le salariat est-il synonyme d'inconfort? Je pense, les amis, qu'on peut dire que oui. On peut le dire en cœur, que ça se fait pas. C'est pas bisounours, hein, on est d'accord. Il faut bosser. Il faut le tempérament qui va, il faut la prise de risque qui correspond, qui peut faire peur. Alors, on peut prendre des cours de prise de risque, on peut se former à adopter, comment peut-on dire, à assumer, à accepter que c'est pas si dramatique peut-être de prendre des risques pour se lancer, pour se jeter dans le vide de l'entrepreneuriat, si je puis dire. Yann Guoner, on est d'accord que c'est quand même une question de tempérament, hein. J'imagine que c'est ce que vous dites, vous suggérez, vous essayez de transmettre un peu à vos ex-salariés ou salariés licenciés qui veulent se lancer. Yann Guoner, si vous êtes toujours avec nous, je ne sais pas. Yann Guoner est-il toujours avec nous? Il fait une pause yaourt. Oui, je suis vous êtes toujours là avec vous. Je suis toujours avec vous. J'avais éteint mon micro. Oui, surtout les dirigeants que j'accompagne. Moi, je dirais que ce qui est assez amusant, c'est que moi, je vis aujourd'hui l'entrepreneuriat dans le confort, dans l'inconfort dans le confort. C'est-à-dire? Et que ma femme le vit dans le confort dans l'inconfort. Alors, expliquez-vous. Aujourd'hui, elle, être entrepreneur, c'est ce qui était dans son ADN, dans son ADN familial, et cet inconfort, elle le vit très très bien, puisque ça a toujours fait partie de sa vie. Voilà. Et donc aujourd'hui, cet inconfort, elle vit dans le confort de cet inconfort. Pour elle, elle ne peut pas envisager d'être dans le salariat. Il y a ça Voilà. aussi, hein, ouais. Voilà. Alors que pour moi, qui suis plutôt d'une famille, on va dire, on était entre guillemets une famille de militaires, on n'était pas entrepreneurs. Moi, je vis un inconfort aujourd'hui dans le confort de faire mes choix de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être entrepreneur parce que je gère effectivement ma famille et ma vie comme je le souhaite. Mais j'ai cet inconfort de tous les jours de ne pas savoir ce que va être ma fin de mois. Ouais, voilà. Après, c'est global et c'est familial. On n'a pas encore parlé, mais c'est vrai que Caroline, tout ne peut pas basculer parce que vous êtes au top. Mais
c'est quand même un risque, évidemment. Le risque numéro 1, c'est que ça se casse la gueule. On est d'accord, quand on crée une boîte. Je vois que vous me regardez avec des yeux en disant « mais non !» Je me reconnais beaucoup dans ce témoignage. Et, moi, il faut savoir, au cas où, je suis peut-être un contre-exemple, mais moi, je suis très frileuse du risque. J'ai jamais été à découvert de ma vie. J'ai des livrets d'épargne dans tous les sens, même si je sais que ça sert à rien. Et en fait, justement, cette année, on a plié une boîte avec mon conjoint, puisque j'entreprends aussi en couple sur certaines de mes sociétés. Et c'était la première fois que je faisais une liquidation judiciaire, une dissolution de société. Et moi, j'ai très, très mal vécu. J'ai très, très mal vécu de fermer cette société, alors qu'on l'a fermée à l'avantage d'une autre, parce qu'il fallait prendre une décision et qu'on était beaucoup moins rentable. Mais je l'ai très mal vécu, et c'est vrai que c'est difficile de fermer une boîte, de fermer son bébé. C'est accepter aussi l'échec, c'est accepter le jugement des autres, parce que quand on est entrepreneur, c'est un petit peu... Parfois, on se fait licencier quand on ferme sa boîte. Donc, il y a aussi beaucoup de honte avec les réunions de famille où les gens disent « Alors, ça marche toujours pas ton affaire ?» Et du coup, c'est vrai que quand c'est nous, on n'a personne derrière qui se cacher. Et ça, c'est l'inconfort de l'entrepreneuriat. C'est que finalement, quand on bosse en salarié et que ça marche pas ce qu'on fait, il y a tout un tas de responsables. Mais quand on est entrepreneur, on est son propre fautif. On n'en a pas encore parlé de ça. Stéphane, vous avez déjà planté une boîte, très honnêtement. On peut le dire maintenant. Non, j'en ai créé une que j'ai revendue, donc au bout de 15 ans. Et puis après, j'étais freelance, donc voilà, après, j'ai eu des hauts, des bas. Mais je suis un peu comme Caroline, excessivement timide, introverti, une aversion au risque, mais terrible, et ça ne m'a pas empêché, pour le coup. Bon, Caroline, écoutez... Ça, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec... les auditeurs n'ont pas l'image. Alors, en fait, il n'a pas. Allez sur YouTube. Non, mais elle a raison, j'ai eu que des clientes, en fait, pendant toute ma carrière. Bravo l'exemplarité. Non, je plaisante. Ça fait partie du marketing de notre donc après, c'est toujours pareil, le risque. Alors, Caroline a parfaitement raison. Le truc, c'est que quand on est freelance, solo, entrepreneur, on se plante, c'est notre faute. Donc, on ne peut pas se cacher derrière, c'est la faute de mon boss ou je ne sais pas quoi. Malgré tout, le risque en tant que salarié, il existe aussi. On peut se faire licencier, on peut finir en burn-out, on peut avoir un boss complètement toxique. Donc, ça existe aussi. C'est pas... Voilà. Et quand tu es entrepreneur, tu es ton propre manager toxique. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui disent, en fait, je culpabilise quand je prends du temps libre. On est aussi capable, nous-mêmes, de s'auto-intoxiquer avec nos projets. En termes de santé mentale, c'est un vrai sujet. C'est sympa que vous le disiez. Oui, chez les indépendants, c'est un vrai sujet. Tabou, ça, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop. Le burn-out des indépendants, il suffit de regarder Caroline et... c'est vrai que vous êtes un peu palichonne, Caroline. Non, mais je fais très attention et c'est pour ça que j'ai fait cette retraite silencieuse. Voilà, elle est obligée de faire des cures de silence. Caroline sort quand même d'une retraite, on peut le dire ou pas ? Vous sortez d'une retraite en silence. Alors, pas dans un monastère, parce qu'ici sur Radio Notre-Dame IRCF, on a l'habitude d'entendre ce genre de récits. Mais là, non, c'était consacré donc, à un travail entre entrepreneurs, c'est ça ? En fait, justement, c'était pas un travail, c'est des femmes entrepreneurs qui se retrouvent pour se détox en fait, pas d'écran, pas de travail, ne pas se définir par ce qu'on fait dans la vie, mais par qui on est, regarder dans l'inconfort de ce que j'ai envie de faire cette année. Il y avait plein d'entrepreneurs qui m'ont confié, qui m'ont dit en fait, j'ai pas de clients. Et c'est une vraie, pour le coup, moi je vois très fort cette précarité des entrepreneurs qui se sont lancés parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans le salariat et qui ne trouvent pas non plus leur place en tant qu'indépendants parce que les offres ne marchent pas, et du coup c'est important de se regarder le nombril en fait, l'inconfort. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti mon livre, c'est que je me suis dit, il y a plein de gens qui se lancent pour être à leur compte et se lancer pour être à son compte, c'est une mauvaise raison. Il faut se lancer parce qu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer et c'est ce qui va faire qu'on va tenir plus longtemps. Alors ça, j'attendais cette réponse depuis le début de l'émission. Merci Caroline. On a même des cas, Caroline, on en a vu en contentieux, où vous avez un salarié qui ne trouve rien, il va demander à son ancien employeur qui l'a licencié de le reprendre en micro-entrepreneur. On a ces cas-là, ce qui pose d'ailleurs de sacrés problèmes juridiques. Mais et d'estime de soi. C'est très et évidemment, juridiquement, c'est comme revenir avec un ex. Je me permets de te couper parce que c'est des fois à l'initiative de l'entreprise. Voilà, juridiquement, la réponse, c'est Stéphane qui vient de la donner. C'est effectivement, des fois, c'est à l'initiative de l'employeur. Vous avez un employeur qui va se séparer d'un salarié pour le reprendre en micro-entrepreneur. Et là, il y a un sujet juridique, effectivement, tout à fait. Alors, c'est pas massif comme phénomène, mais c'est vrai, c'est un vrai phénomène. C'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Voilà. Et par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant,
Les risques psychosociaux qui sont très connus pour les salariés, les problèmes de harcèlement, les problèmes de suicide. Vous avez tous en tête l'affaire France Télécom. Ouais. Les chiffres pour les indépendants sont très inquiétants aussi. Le taux de suicide des artisans est absolument terrible. En fait, alors, quelles sont les raisons affichées, mais à votre avis, c'est le fait d'être seul, c'est le fait d'aller dans le mur? Quelles sont, à votre avis, les raisons de l'inconfort? Même c'est pire que l'inconfort, mais quand on parle, par exemple, d'un burn-out, le burn-out de la souffrance de l'entrepreneur, ce serait quoi en première raison? Ce serait quoi, selon vous, les uns les autres? Probablement la solitude. Quand même, hein. Ouais. C'est ce qu'on entend. Là, après, il peut y avoir des heures de travail complètement inconsidérées, un chiffre d'affaires qui décolle pas ou qui tombe. Pire, je veux dire, on était sur des bons niveaux de rémunération, et puis du jour au lendemain, le marché se retourne, on ne sait pas s'adapter, on ne comprend plus pourquoi ça ne marche pas. Donc là, on est un peu sur des cas qui sont similaires finalement au salariat, qui peut basculer du jour au lendemain sur des choses complètement terribles. Notre enfance nous conditionne énormément dans l'option que nous allons prendre, en fait, une fois adulte, professionnellement ou pas. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez le cas, hein, grosso modo. Caroline Moi, c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait entreprendre. Vos parents étaient entrepreneurs ou pas? Pas du tout. Mes deux parents fonctionnaires, EduxP à la PJJ. Waouh. Mais du coup, j'ai bénéficié d'une éducation positive qui a plein de mauvais côtés, bien sûr, mais qui fait que, en fait, toute jeune, mes parents, ils m'ont vachement écoutée. Et ils m'ont vachement dit, en fait, au lieu d'essayer de t'adapter aux autres, essaye de voir si tu peux pas trouver des alternatives. Et du coup, j'étais une enfant. Alors, je pense, on arrive à la marginalité, on a commencé l'émission là-dessus. J'ai découvert en 2000 qu'il y avait ce terme qui existait, la neurodivergence. Moi, je pense que j'ai une intelligence qui va piocher dans différents domaines pour trouver des nouvelles niches. Et je créais tout un tas de services quand j'étais jeune. En fait, il faut se connaître. Je commercialisais plein de trucs. Wow. Ouais, et je pense qu'il faut se connaître, effectivement. Et il faut pas avoir honte d'aller voir un psy quand on va mal, et même quand on va bien, parce qu'il y a plein de réponses professionnelles qui se trouvent en fait dans le fait de parler plus de soi et de montrer plus sa vulnérabilité, ce qu'on a tendance à cacher, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde entrepreneurial. Je suis sûre que Yann Gouaner est d'accord avec ça, n'est-ce pas, en conclusion? Moi, je crois que j'ai une boîte qui s'appelle Opus in Gaudium, ça veut dire travailler dans la joie. Et donc, voilà, merveilleux. Donc c'est de l'accompagnement, effectivement, dans la solitude du chef d'entreprise et du dirigeant. Et vous savez de quoi vous parlez. Parce qu'on doit être parfait aujourd'hui dans notre monde, et ça c'est ce que l'on semble. Voilà, mais il faut vraiment faire de l'accompagnement, et on en a tous besoin d'un petit contrôle technique. Eh bien, merci pour cette jolie conclusion, les amis. Yann Gouaner, merci beaucoup. Pascal Okiek, votre livre, je le rappelle, Salarié libre et heureux, la face cachée de l'autonomie au travail, important avant de se lancer, de vous lire chez Odile Jacob. Pascal, merci. Caroline Mignot, merci à vous également. From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux chez Erol, merci infiniment. Et merci enfin à Stéphane Truffem et votre livre, Quitter le salariat, travailler en liberté, le guide pour celles et ceux qui rêvent de quitter leur job mais qui n'osent pas chez Erol. Les deux, les 3 ouvrages à lire évidemment, avec attention. Merci les amis, bonne soirée. Merci à tous, à très vite. Et restez libres et heureux.